Pensée Babel pour une cosmopoétique vers le cosmopolitisme avec Michel Butor. Depuis le havre de grâce, doux fou, insomnie, obscurité sur le sentier, grimpant la pente, nuit dans ma chambre, donnant sur le fleuve. Un ruban de nuages s'étire sur la falaise, la lune solitaire se retourne dans les vagues. Vol de grues silencieuses, meute de loups hurlant la faim, désespoir de guerre, nuit blanche dans mon impatience et mon impuissance à réparer le monde. Vers l'Égypte, pour Audomaro Ernesto Hidalgo. Un jour, quand on aura donné leur congé définitif aux douaniers, quand il y aura enfin cette libre circulation des idées et des hommes dont on rêve dans toutes ces assemblées et rencontres, mais à laquelle on oppose toujours tant de sentinelles et de visas, un jour, cette merveilleuse concentration de frontières, chambre acoustique, déjà remarquable fenêtre, deviendra porte grande ouverte pour la transcription et la traduction. Avec Baudelaire, le promeneur solitaire et pensif tire une singulière ivresse de cette universelle communion, à l'imprévu qui se montre, à l'inconnu qui passe. Grâce à Michel Butor. Nous voici pour la première rencontre, moi derrière l'écran, vous de l'autre côté de la paroi, première et dernière frontière, entre la présence et l'absence, le visible et l'invisible, l'ici et l'ailleurs, entre l'instant présent, le passé perdu et l'avenir inexistant, entre la vie et la mort. Toute création et toute pensée véritable se font dans cet entre-deux, entre parole et silence, entre écriture et lecture, entre mémoire et oubli. Mais cet espace liminaire n'est pas une frontière. Il semblait sans frontières, espace libre, mais dans le réel, contrepartie d'un espace terrestre où les frontières ont repris le dessus. Babel est revenu, mais Babel est devenu invisible. C'est pourquoi il nous faut la repenser absolument. La dispersion est devenue cloisonnement, voire prison. Je voulais penser le contraire. Je voulais, avec Michel Butor, penser comment le cosmopolitisme devenait cosmopoétique. Et avec Michel Butor, je vais essayer de voir comment, avec le génie du lieu, peut-être nous pourrons à nouveau redépasser les frontières pour vivre ensemble dans la création. Pourquoi Michel Butor ? Parce qu'il se trouve que j'ai été toute ma vie dans les traces, sans le savoir, de Michel Butor. Michel Butor est du Nord, je suis de Normandie. Il est venu habiter et longtemps après avoir erré partout tout autour du monde, s'établir à côté de Genève, dans la montagne. Son dernier livre, Sur les chemins perdus de Michel Butor, se passe dans la montagne, à côté de ma montagne. Et il a écrit tout au long de son errance tout autour du monde, en 3 livres dont je vais parler
très brièvement. Le génie du lieu. D'abord, avec les souvenirs de 4 villes tout autour de la Méditerranée, puis 2 autres lieux, je dirais lesquels, puis l'Égypte, qui l'a tant marqué, puisqu'il vivra 1 an à Minier en Haute-Égypte, professeur de français, et c'est ce qui déclenchera son écriture de l'ailleurs. Puis il y aura un deuxième génie du lieu, longtemps plus tard, au début des années 1990. Puis un troisième, 3 livres, que je vais essayer rapidement de parcourir. D'abord donc, partons du cosmopolitisme. Premier petit livre, donc, Le génie du lieu, écrit après son séjour en Égypte, son retour en Europe, en France. C'est le début, non pas encore de la gloire, mais de l'ouverture sur le monde littéraire. C'est le début de nouveaux romans. Et ce livre, écrit donc entre l'âge de 25 ans et l'âge de 28 ans, donc, qui paraîtra donc en 1958. Il a très exactement donc 32 ans. Commence par 4 villes. 4 villes tout autour de la Méditerranée. Cordoue, Istanbul, Salonique, où il fut professeur de français après l'Égypte, Delphes. Puis, deuxième chapitre de ce petit livre, donc, en vue de Malia, en Crète, Mantoue, Ferrare. Et puis, l'essentiel du livre, la seconde moitié du livre, troisième partie, Égypte. Il se trouve que je fus moi-même dans 6 de ces 7 villes autour de la Méditerranée, mais jamais je ne fus en Égypte. Donc, cette grande mer dont on parlait lors de l'Égypte ancienne, c'est le point de départ de l'homme du Nord et de son écriture. Cosmopolitisme, parce que ensuite, très rapidement, Butor va vouloir partir vers les autres continents. Donc, après les 2 premiers continents, Europe, Ifriqiya, Afrique, il va partir aux Amériques, fasciné par le Mexique, détour avec enseignement aux États-Unis, retour ensuite au Canada, sur la côte ouest, et puis, eh bien, presque pas en Asie, mais beaucoup quand même au Japon. Et c'est ce qui va lui donner l'idée de revenir après la période de la gloire parisienne, de revenir au génie du lieu. Génie du lieu, mais un génie du lieu complètement transformé, avec toute une recherche dans la forme du livre. Et là, on commence à approcher le deuxième versant, la cosmopoétique. Premier versant, cosmopolitisme, étendu désormais à tous les continents, et avec cette espérance de ces nouveaux moyens, comme on disait à l'époque, de communication, l'avion, et ces places giratoires d'où l'on part en avion vers les 4 coins du monde, et où on est tout le temps en transit. D'où le second titre de ce second génie du lieu, Transit. Transit, lui-même divisé en 2, Transit A. Et si on retourne le livre à 2 ouvertures, Transit B. Sous-titre de Transit A, très important, on est encore dans le cosmopolitisme, aux inventeurs d'Amérique. Si l'on retourne le livre, sous-titre de Transit B, aux découvreurs d'écriture. La terre cosmopolite d'un côté, l'écriture
universel de l'autre. Et cette fois-ci, le retour toujours vers l'Europe, vers la France et désormais vers la Suisse. Le point d'attache de Michel Butor, désormais, c'est la Suisse, c'est Genève, où il est devenu professeur à l'université, à l'UNIGE, et il réside juste de l'autre côté de la frontière. Il parle souvent de cette frontière, d'ailleurs, juste à côté, donc dans un petit village, à côté de Annemasse. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce livre est donc systématiquement construit sur un endroit où il se trouve en train d'écrire, et à ce moment-là, il pense à un autre lieu du monde. Il n'écrit jamais, en tout cas, chaque texte écrit est destiné à souvent un autre continent où il n'est pas. Il devait partir pour le Mexique. Grande fascination de Michel Butor, qu'on va retrouver dans ce deuxième volume, tout au long du volume, donc Transit A, Transit B. Il se trouve qu'il devait retourner au Mexique et que finalement il ne va pas y aller, et au lieu d'aller au Mexique, eh bien, il va se retrouver en d'autres endroits, en Italie en particulier. Bon, il a désormais écrit La Modification, il est célèbre, il revisite tout le temps l'Italie, dans d'autres endroits, et en particulier il reviendra en Égypte, plus tard il ira au Japon, et quand il est, eh bien, par exemple, j'ouvre donc au hasard, voilà, de l'art japonais. Mais de l'art japonais, c'est écrit depuis Genève. Et puis, si j'ouvre de l'autre côté, aussi, je vois au hasard, depuis le Mexique. Et je lis, page 94, Transit A, deuxième hommage, un jour, nous construirons les pyramides. Ce prince que je rencontrais dira au scorpion, je suis un scorpion comme toi. Et le scorpion lui répondra, viens avec moi dans ma maison. Et lui ou un autre, ou quelqu'un d'un autre palais, par hasard, ouvrira la porte du désert. Donc, chaque fois, le lieu de l'écriture ne correspond pas au lieu de l'hommage qui est à l'autre bout du monde. Donc, du Japon, il écrit sur l'Égypte. Du Mexique, il écrit sur le Japon. De Genève ou de Paris, il réécrit sur tout le reste. J'insiste sur la double entrée, très déjà labyrinthique. On entre toujours du côté de la Terre. Le A, c'est la Terre, mais la Terre rêvée. J'insiste sur ce qui précède Amérique. On s'attendrait à la dédicace aux découvreurs d'Amérique. Non, mais c'est aux inventeurs d'Amérique. Qui inventa l'Amérique? C'est un poète de l'abbaye de Saint-Dié, en Lorraine, qui, par l'histoire de sa relation avec le géographe qui faisait les maps mondes dans la même abbaye que lui, et d'un traducteur d'un texte écrit à Florence en hommage à Amerigo Vespucci, c'est ce poète, ce jeune poète de Saint-Dié, qui finalement inventa le nom du Nouveau Monde. Et de l'autre côté, aux découvreurs d'écriture, parce que les écritures sont des mondes à elles entières, ce sont des langues, ce sont des civilisations, et pas seulement à l'autre bout de la terre, mais à l'autre bout du temps, et en particulier, de plus en plus, vers les origines. Donc, les écritures sont à découvrir, et toujours à redécouvrir, pour se découvrir soi-même. Le troisième volume, donc, qui après ce début des années 90, puisque Transit A, Transit B paraît en 1992, le troisième volume paraîtra en 1996, toujours chez Gallimard, énorme volume. Cette fois-ci, on est toujours dans la double entrée, mais ça se complique encore plus. On est cette fois-ci véritablement dans le labyrinthe.
il y a désormais deux titres. Le titre initial, qui serait l'entrée normale, le génie du lieu, cinquième et dernier. Et quand on retourne de l'autre côté, eh bien, gyroscope. Autrement dit, génie du lieu 5. Donc deux entrées, toujours le génie du lieu, mais ce génie du lieu, le cosmopolitisme fait que tous ces lieux tournent, non seulement comme la Terre tourne, mais comme les souvenirs tournent dans la mémoire. Et donc, plus on vieillit, plus les lieux se superposent aussi aux écritures qu'on refait, qu'on ne cesse de réécrire, aux lectures dans lesquelles on se replonge de plus en plus. Tout tourne, et c'est le gyroscope. Le gyroscope, c'est lorsque la Terre elle-même devient labyrinthe grâce aux écritures. Elle devient un labyrinthe de mémoire, où peut-être un jour on acceptera de mourir dans l'oubli. Il y a d'ailleurs un très beau passage, mais je ne vais peut-être pas vous le lire. D'ailleurs, il faudrait que je le retrouve, et déjà moi-même, je l'ai perdu. Un passage de ce gyroscope dans lequel, voilà, je cite de mémoire. Dans l'entrée, donc, parce que dans ces gyroscopes, il y a aussi deux entrées en sous-titre, l'une qui s'appelle donc entrée lettres, les lettres, d'accord, et de l'autre côté, qui sont aussi des écritures, l'entrée chiffres, porte-chiffres. Porte-chiffres, pourquoi? Parce que le gyroscope, c'est cet instrument qui tourne autour d'un axe, qui aussi bien sert à naviguer tout autour de la Terre, mais qui bientôt, avec l'invention du pendule de Foucault à Paris en 1852, servira à montrer la gravitation universelle et que la Terre elle-même tourne. Et donc, eh bien, il cite à un moment donné Hérodote d'Halicarnasse, qui raconte un souvenir de voyage en Égypte. Et Hérodote cite un prêtre égyptien qui lui dit « Cette pyramide, ça dépasse de loin tout ce que font les Grecs. Ça restera beaucoup plus longtemps. Même si à Delphes et à Samos, il y a quelques temples qui méritent d'être conservés. Mais vous avez inventé quelque chose qui dépasse ce que les Égyptiens antiques ont fait, c'est le labyrinthe. Le labyrinthe de Minos en Crète. Et là, tout se perd, tout tourne, parce que ce n'est plus l'espace qui tourne, mais c'est l'énigme de la mort et de la vie, c'est l'énigme de la paroi et de l'écran, c'est l'énigme de la paroi préhistorique dans laquelle nous avons appris à lire les autres mondes et qui revient aujourd'hui sur le petit écran de l'ordinateur, du téléphone portable, et peut-être là où vous êtes, d'un plus grand écran que je souhaite. Donc, pour terminer, eh bien, j'aimerais venir juste à une petite lecture de Michel Butor, conclusion de son premier séjour en Égypte, fin de Génie du lieu 1. Ce paysan, je ne l'avais pas reconnu. Puis tout d'un coup, je m'aperçus que je l'avais rencontré lorsque nous étions sur ce bateau, ensemble, en 4e classe, dans cette espèce de sauvagerie au milieu des vomissures, dans cette soute à plèbe, dans cette fosse sur les bords de laquelle, parfois, quelques dames venaient se pencher. Ce paysan, je le reconnus près du cimetière de Der el Médine. Alors, il m'a mené chez lui. Nous sommes descendus de nos ânes. Nous sommes entrés dans le petit village, dans sa maison de terre.
Mais il nous fallait déjà bientôt repartir, et je savais, bien que cette entente si sûre et si pure entre nous, mais qui restait muette, pour qu'elle pût passer sur le plan du langage, car il ne disait mot de français, et moi mot d'arabe, il aurait fallu que déjà, au niveau de ce langage, nous ayons enfin pu savoir parler. Alors, la nuit était tombée, je suis reparti, et depuis longtemps le bateau m'attendait. Notre batelier se plaignait. Quand retournerai-je en Égypte?